Denis est entrepreneur du digital depuis 13 ans. Euh, il aime créer des entreprises, donc il en a créé 4 depuis qu'il a commencé, qu'il a développé et qu'il a revendu. Et l'une de ses dernières créations, c'est Trend Manager qu'il a créé avec Tristan Ebel, qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui. Et Trend Manager vous offre la possibilité de faire des formations en ligne sur le management d'une manière interactive, d'une manière ludique, et pour vous aider à mettre de l'ambiance dans vos équipes. Aujourd'hui, nous avons donc le plaisir d'avoir Denis avec nous pour 7 heures ou plus si vous avez beaucoup de questions. Denis, je te donne la parole. Merci Marie-Claire. Alors, bonjour à vous. Je suis content effectivement d'être là et de vous parler. Donc, je me présente rapidement. Donc, effectivement, moi, j'ai 56 ans. J'ai créé ma première entreprise à 19 ans. Donc, ça fait déjà un certain temps que j'entreprends. Donc, j'ai une expérience, voilà, avec pas mal d'aventures. Et donc, en 2013, j'ai créé Vidéotelling, qui était une agence de communication spécialisée en vidéo. Avant, en 2005, j'avais créé chacun son café.fr, un site de commerce en ligne, donc spécialisé du café. Et donc, en 2019, j'ai créé donc Train Manager, donc la formation en ligne spécialisée donc en management, vente, négociation. Dans ce cadre-là, donc évidemment, je veux vous partager certaines connaissances donc liées à la délégation et vous inciter évidemment à devenir super formé, super compétent en management parce que c'est très important pour réussir de nos jours, d'être efficace et d'arriver à créer une équipe avec de l'ambiance, etc. Donc, en résumé, si vous voulez, donc moi, mes compétences, c'est à la fois au départ l'informatique, donc la communication, donc la direction d'entreprise en général, et puis donc le learning, l'apprentissage en ligne, donc le digital learning. Donc j'utilise une plateforme dans laquelle donc, il y a des modules de formation qui sont super bien faits, avec à la fois de la théorie, des exercices, etc. Et à la fin, je vous donnerai une promotion pour que vous puissiez en profiter le moins cher possible grâce à ce sommet africain. D'ailleurs, pour info, depuis donc un an, avec Tristan Ebel, qui est donc mon associé, donc il lui forme sur le management depuis 27 ans, lui il fait que ça, hein, c'est sa spécialité, il a formé plus de 10 000 personnes, il accompagne également des entrepreneurs à l'international, et donc on a décidé depuis un an d'essayer justement de travailler avec l'Afrique francophone, toute l'Afrique de l'Ouest, etc., donc de créer des partenariats, parce que on a conscience qu'il y a beaucoup de gens, notamment des jeunes qui sont très entreprenants, qui ont envie de faire plein de choses, et toutes les compétences managériales que nous on a en ligne peuvent les aider justement à réussir plus rapidement dans leur business. Donc on fera un petit échange de questions-réponses à la fin. Je vais donc en fait aborder donc le sujet, je vais vous présenter rapidement 2-3 trucs, et puis après j'échangerai en live sans forcément partager de documents, mais voilà. Donc là je peux partager maintenant, Marie-Claire? Alors j'essaye, hop, elle va me le donner je pense. Ton micro est coupé hein, si jamais tu me parles. Je disais que je te donne la main. Ouais, j'ai vu. Oh, super. Alors, juste, il faut que je choisisse le bon écran. Donc, ça doit être ça. Hop, 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 bougez pas. Alors, que je fasse pas de bêtises. Comme ça, si je me suis trompé. Voilà, ça doit être ça. Hop. Donc là, il faut que j'aille là. Ça. Alors, ça c'est assez agaçant, c'est au-dessus, excusez-moi. Ok. Voilà. Donc là, vous voyez le process de délégation? Oui. Donc juste, attendez, je vais retourner sur Zoom pour que je vois ce que vous voyez. Normalement,
pourquoi il ne m'affiche pas l'écran comme vous, là? Je ne sais pas. Bon. En tous les cas, vous voyez bien mon écran, là, avec écrit process de délégation, etc. Hein, Oui. Super. Oui. Donc là, c'est juste pour vous présenter en fait ce module donc, qui dure 2h30 et pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, on a évidemment l'objectif, hein, c'est de vous aider à progresser pour être plus compétent, apprendre à diriger, à coacher, à épauler. Vous allez voir qu'il y a 4 phases dans le process de délégation. Et l'objectif, c'est donc effectivement d'arriver à ce que les gens avec qui vous bossez soient suffisamment compétents pour que vous puissiez vous reposer sur eux et que ça vous retire du travail. Donc, tous nos cours, en fait, sont composés d'un certain nombre d'étapes avec des auto-évaluations, des vidéos, des exercices animés, des vidéos, des exercices animés, etc. Donc, il y a toutes les étapes de la première partie. Et des fois, il y a plusieurs parties, ça dépend des modules. Donc, Tristan Ebel, c'est lui. Donc, c'est mon associé et c'est lui qui a donc créé tout ça. Enfin, qui a créé le contenu et moi, j'ai fait toute la partie donc, digitale, c'est les exercices, les synthèses, etc. Donc, quand on accède aux cours, on accède à toutes les étapes comme ça. Et on a donc des vidéos avec des choses qui sont écrites dedans éventuellement. Et ensuite, on a par exemple des exercices où on vous vérifie votre compréhension pour s'assurer effectivement que vous avez bien compris les concepts. Donc tout ça est fait de façon sympathique, graphique, avec des petites animations, etc. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que le cours est très plaisant. Alors, donc là, vous voyez, j'ai cliqué sur le premier exercice et qui parle d'un sujet, donc qui est compétence ou engagement. Alors, maintenant, je vais vous expliquer le fondement. Donc, je vais retourner, je vais arrêter le partage un petit moment. Alors, juste, hop, si je fais ça, normalement, est-ce que je retourne sur l'écran? Oui, non. Alors, attendez, pourquoi je n'arrive pas à revoir là? Ce que je ne comprends pas, c'est que je n'arrive pas à revoir la fenêtre de Zoom. Peut-être qu'il faut que j'arrête le partage. Reprendre le partage, mettre en pause. Il faut quoi? Il faut que je fasse arrêter le partage? Ça m'énerve. Oui, il faut arrêter le partage. Oui, c'est bon, faut arrêter. Là, ça a arrêté, là? Vous me voyez, là? On voit toujours ton écran. Oui, on te voit. Ce qui est bizarre, c'est que moi, je ne vois pas ce que vous voyez. Donc, pourquoi? On voit ton écran. Ah, ben oui, mais c'est ça que je veux pas, moi. Je veux arrêter. Alors, pof. Il faut cliquer sur arrêter le partage donc en haut. Ce qui est bizarre, c'est... Ah, en haut? Oui. Tu vas en haut de ton écran, ça va se dérouler. Tu cliques sur arrêter le partage. Alors, excusez-moi. Hein. Nouveau partage, reprendre le partage. Alors, attendez. On va faire reprendre le partage et on va faire arrêter le partage, peut-être. Participant 11, mettre le partage en pause. Nouveau partage. Je n'ai pas arrêté le partage. Comment on fait? Attendez, excusez-moi. Hein. Arrêtez de partager, c'est tout en bas. Ah bon? Oui, tout en bas. Oui. Ah oui, exact. Excusez-moi. Voilà. Bon. Alors, donc, il y a des gens qui nous ont rejoints. Donc, enchanté Alvin, enchanté Auguste, enchanté Davila. Alors, je vais vous expliquer donc, le process de délégation. Je ne vais pas me servir de support de cours forcément, sauf si vous me le demandez absolument, mais moi, j'aime bien parler et être explicite. Donc, le vrai problème, lorsque on crée un business, c'est qu'à un moment donné, donc on est débordé, donc il faut trouver des collaborateurs qu'il faut embaucher ou des partenaires, hein, ça peut être aussi des freelances, etc. On n'est pas obligé des salariés. Aujourd'hui, c'est très facile de travailler avec d'autres gens. Et il faut donc arriver à leur déléguer des tâches pour ne plus vous être submergé par tout ce qu'il y a à faire. Donc en fait, le sujet de la délégation, donc il y a plusieurs théoriciens qui ont traité ça, et donc nous, dans notre formation, on a retenu quelque chose qui est très efficace, qui consiste à considérer que chaque personne avec qui vous bossez, vous allez estimer son niveau de compétence et son niveau d'engagement. Alors, quelle est la définition de la compétence? Donc, c'est la capacité à faire quelque chose parfaitement, sans variation et d'obtenir le résultat attendu. Quelle est la définition d'engagement? C'est la motivation que la personne a à faire les choses avec le maximum d'autonomie et avec le maximum de volonté. Okay? Donc, pour vous donner un exemple, quelqu'un qui a un faible niveau d'engagement,
c'est quelqu'un qui va toujours traîner les pieds, quelqu'un qui va toujours trouver des excuses pour ne pas faire le job, qui va toujours vous dire qu'il n'avait pas le temps, qu'il y aura toujours mieux à faire, qui va vous dire qu'il n'a pas réussi, qu'il n'a pas pu. Dès très compétent, des solutions par lui-même, il va aller trouver des tutos sur YouTube pour se former, il va vraiment, vraiment faire le maximum pour essayer de faire marcher les choses. Donc, ce que vous devez faire, c'est que pour chaque tâche, vous devez déterminer sur une grille 3 niveaux qui vont correspondre à un niveau de compétence élevé, moyen et faible, et un niveau d'engagement élevé, moyen et faible. Alors, pour la compétence, quelqu'un qui a une compétence faible, c'est quelqu'un qui, en gros, n'a pas encore appris à faire le job et qui, du coup, ne sait pas le faire. Quelqu'un qui a une compétence moyenne, c'est quelqu'un qui est capable de faire le job à 80%. Pas à 50%, hein, à 80%. Mais qui n'arrive pas à faire les derniers pourcentages pour que ça soit parfait. Donc, ça veut dire que vous pouvez lui déléguer le job, mais quand même, il faut vérifier avec lui, derrière lui, parce que c'est pas sûr que ça va être bon à 100%. Okay, mais j'insiste, hein, c'est pas quelqu'un qui est capable de faire le job seulement à 50%, parce que ça, c'est quelqu'un qui n'est pas compétent. D'accord? Quelqu'un qui est moyennement compétent, il arrive à faire le job jusqu'à 80%. Et la dernière étape, c'est le monter de 80% à 100%. Et à ce moment-là, vous avez quelqu'un à 100% qui est quelqu'un totalement compétent. Donc quelqu'un qui est totalement compétent, ça veut dire que si vous lui demandez quelque chose, de faire quelque chose, vous êtes sûr qu'il va le faire bien. Vous n'avez pas besoin de vérifier. Okay, bon. Donc ça, c'est le sujet de la compétence. Après, on va voir évidemment qu'est-ce que vous devez faire. Hein. Bon, mais je vous explique déjà ces 3 cas de figure, donc compétence forte, moyenne, faible. Et puis ensuite, il y a engagement forte, moyen, faible. Donc, engagement faible, comme je le disais, c'est quelqu'un qui, en gros, n'a pas envie de bosser. C'est quelqu'un qui préfère être en vacances, c'est quelqu'un qui a toujours une excuse pour ne pas faire le job, etc., etc. Engagement moyen, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui va faire ce que vous lui demandez de faire, mais il ne va jamais faire plus. Donc, vous lui dites, appelle 10 prospects et relance tous les prospects. Et donc, vous lui demandez à la fin de journée, alors qu'est-ce que tu as fait? J'ai relancé tous les prospects, d'accord, tu en as eu combien? J'en ai eu que 3 sur 10. Et alors, tu leur as écrit des mails? Non, tu ne m'as pas demandé. Vous voyez, il va s'arrêter bêtement à ce que vous lui demandez, quoi. Il ne va avoir aucune initiative. Quelqu'un qui a une compétence forte, quelqu'un qui a un engagement fort, lui-même, il va prendre des initiatives. Donc, il va évidemment chercher par lui-même à faire les choses bien. Donc, même s'il n'est pas compétent, encore une fois, hein, donc il va se dire, tiens, je me suis dit, j'allais faire ça, donc du coup, j'ai envoyé des mails à tout le monde, et puis comme j'avais fini rapidement, j'ai cherché sur Internet ou sur LinkedIn d'autres noms pour contacter d'autres personnes pour essayer d'en trouver d'autres. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a de l'initiative. Alors, donc maintenant, on va considérer que donc vous devez faire une grille pour chaque personne avec qui vous travaillez, et vous allez donc évaluer si elle est pour compétence et engagement dans la case donc fort, moyen ou faible. Ok? Donc ça vous fait en fait 3 et 3 possibilités. Donc si la personne elle est compétence faible et engagement faible, qu'est-ce que vous faites avec elle? Rien. Vous la virez. Vous ne voulez pas bosser avec des gens comme ça, d'accord? Puisque non seulement la personne n'est pas compétente, mais en plus elle n'a pas envie de bosser. Donc vous n'allez surtout pas investir du temps avec elle, puisque ça va être à perte. Ok? Donc ces gens-là, comme dit Tristan, vous les envoyez à la concurrence. Ok. Ensuite, on va voir que donc dans le process de délégation, il y a donc 4 phases. Donc, on ne va pas s'intéresser pour le moment à l'engagement, parce qu'on considère que l'engagement, bien entendu, c'est fondamental que la personne soit au minimum un moyen, mais vous voulez plutôt travailler avec des gens qui ont un fort engagement, okay, qui sont motivés, qui cherchent à être autonomes, etc. Donc maintenant, on va parler de compétences. Donc, évidemment, les gens au départ ne sont pas compétents sur tous les sujets. C'est normal. Donc, quand vous avez affaire à quelqu'un qui est en compétence faible,
et un engagement donc moyen ou fort, vous devez être dans la phase de formation. Donc cette phase de formation, c'est la phase où vous lui dites, alors je t'explique, voilà ce que tu vas faire. Là, tu as la liste des 10 personnes. Donc, tu prends le premier, tu l'appelles et tu lui dis bonjour, je suis machin, etc. Je sais que vous étiez en relation avec blabla, donc je voulais savoir où vous en étiez par rapport à notre proposition. Et ensuite, tu notes ce qu'il te dit, tu le remercies et ensuite, tu me rapportes ça. Vous voyez, donc vous faites des choses extrêmement simples à faire qui ne demandent pas de l'intelligence, entre guillemets. Vous devez simplement faire un process précis. Tu fais cette action, tu fais cette action, tu fais cette action, tu fais cette action. Et là, on utilise un process qui s'appelle le TWI. Donc, peu importe son nom, mais ça veut dire Training Within Industry. Donc, ça a été développé en fait pendant la guerre où il fallait former des femmes dans l'aviation pour fabriquer des avions. Parce que tous les hommes étaient à la guerre, etc. Donc, il y avait un manque de main-d'œuvre. Et du coup, il a fallu trouver un moyen de former des femmes qui n'étaient pas du tout compétentes dans le sujet pour qu'elles aident à la production de l'aviation, pour créer des avions pendant la guerre. Et donc, le process, il est en 6 étapes. Et je vous l'explique rapidement. Vous allez voir, c'est assez intelligent. Donc, la première étape, c'est vous dites à la personne, voilà, tu fais cette étape, cette étape, cette étape, cette étape et cette étape. Et vous le faites vous, et vous lui demandez de regarder. Ensuite, deuxième étape, vous lui dites maintenant, voilà pourquoi je fais l'étape 1. Voilà pourquoi je fais l'étape 2, voilà pourquoi je fais l'étape 3, voilà pourquoi je fais l'étape 4. C'est-à-dire vous lui faites comprendre l'importance de chaque étape. C'est-à-dire à quoi ça sert et qu'est-ce qui est important dans chaque étape. Par exemple, vous dites, pour l'histoire d'appeler les gens, donc ce qui est super important, c'est que tu notes bien ce que tu as fait, parce que sinon, la semaine prochaine, on ne sait plus. Donc, on ne va pas rappeler 3 fois les mêmes gens. Donc, c'est pour ça que tu notes, parce que tu vois, ça évite qu'on rappelle les gens, ça les agace. Ouais, vous devez expliquer le pourquoi on fait l'action pour que la personne puisse un peu réfléchir. Et une fois que vous avez fait ça, donc en fait, il y a le point clé de l'action que vous notez. Vous refaites les étapes et vous lui faites comprendre le point clé de chaque action et vous devez illustrer chaque action avec une image clé. Ça, c'est quand vous devez rédiger une documentation pour former, comme si vous faisiez, si vous voulez, un petit tuto. Vous pouvez faire une vidéo, évidemment, c'est encore mieux. Mais l'idée, c'est de montrer la chose fondamentale à retenir pour cette action. Donc, quand vous avez fait ces 3 phases, ensuite, vous lui faites faire. C'est la 4e phase, vous lui dites, vas-y, fais les actions. Donc là, elle les fait, et évidemment, si elle se trompe, vous la corrigez, et vous demandez de recommencer. Et ensuite, vous lui demandez de recommencer les actions, et qu'elle vous explique pourquoi, enfin, quelle est la chose clé de chaque action. Elle vous dit, et ensuite, la 6e fois, vous lui demandez qu'elle vous explique pourquoi elle fait cette action. Quelle est vraiment la chose fondamentale à retenir et à faire attention. Et ensuite, voilà. Donc, vous avez compris le concept. Donc, on fait ces 6 phases, et normalement, la personne, à la fin de ça, elle est formée. Ça veut dire qu'elle est compétente. Donc, ça veut dire que vous allez l'amener de 0% à 80%, mais vous allez devoir passer du temps à ça. Donc, c'est tout le problème. C'est que ça va vous prendre effectivement beaucoup de temps pour former les gens. Et une fois que vous avez formé la personne, donc elle est bonne à 80%, donc maintenant, vous allez pouvoir lui dire, maintenant, fais-le. Donc, vous n'avez plus à le faire. Donc, vous pouvez déléguer. Mais le problème, c'est que là, vous avez quelqu'un qui a compétence moyenne. Donc ça, c'est la première phase du contrat de délégation. Donc, c'est la phase, si vous voulez, formation. Ensuite, on a des gens donc, qui sont en compétences moyennes, donc ça veut dire des gens qui sont à peu près à 80% de compétences, et le but, c'est de les amener à 100%. Et donc là, on va, alors, toujours ces gens-là, on considère que c'est des gens qui sont donc à compétences donc moyennes et à engagement moyen ou fort. Donc des gens, d'accord, qui sont vraiment willing de faire les choses, qui sont volontaires, qui ont envie de faire marcher les choses, etc. Donc dans cette deuxième étape, en fait, vous allez coacher la personne. Ça veut dire que vous allez
faire des exercices avec elle de façon beaucoup plus restreinte pour résoudre ces difficultés, pour l'amener de 80% à 100%. Donc, vous allez trouver dans votre emploi du temps des moments où vous allez passer une demi-heure ou une heure à la coacher. Donc là, vous faites des exercices de mise en situation, des jeux de rôle, où elle vous dit sa difficulté et vous mimez la bonne chose à faire pour lui montrer comment résoudre vraiment un problème. Et ensuite, vous inversez les rôles et vous lui demandez de le faire et vous la corrigez. Et donc, comme ça, on va corriger toutes ces imperfections, toutes ces petites difficultés qui restent pour l'amener de 80% à 100%. Donc ça, c'est la phase, en fait, de coaching. Et la troisième phase, dans le processus de délégation, c'est quand vous avez affaire à des gens qui sont donc fortes compétences. Donc, c'est des gens, vous leur demandez de faire le job, ils le font parfaitement. Mais au niveau de la motivation, au niveau de l'engagement, ils sont à engagement moyen. Ça veut dire qu'en fait, ils n'assument pas complètement la responsabilité. Ils ont un peu peur, si vous voulez. Ils ont peur d'être autonomes. Imaginez par exemple que vous devez, que ce soit des commerciaux, et que vous avez formé un commercial et vous allez lui dire maintenant, OK, tu vas aller voir le grand compte et tu vas signer le contrat. Il va dire, ah non, 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 viens avec moi, me laisse pas seul et tout. Il va avoir peur. Vous dites, mais non, écoute, tu es compétent, on l'a vu, tu es complètement capable de gérer ça et d'obtenir le résultat. Donc, vas-y, lance-toi, OK? Et donc là, en fait, ce que vous allez faire dans cette phase-là, on appelle ça la phase épaulée, c'est en fait, vous poussez la personne à avoir confiance en elle. Vous la validez, vous l'aidez à avoir confiance en elle suffisamment pour se jeter à l'eau. Évidemment, si elle échoue, vous retournez dans la phase d'en dessous, qui est donc la phase où vous allez la coacher pour corriger les petites choses qui ne sont pas nickel. Et après, boum, vous la remettez dans la phase épaulée, où là, vous la poussez, vous la motivez à ce qu'elle fasse les choses seule, sans vous. OK? Et enfin, donc là, on est sur la troisième phase, donc du process de délégation. Et enfin, on arrive à la quatrième phase du process de délégation. Et là, c'est déléguer. Vous avez affaire à quelqu'un qui est en forte compétence et en forte motivation. Donc lui, vous lui laissez faire tout. Vous vous occupez de rien. Et l'erreur, c'est de s'en occuper. Parce que quand vous avez affaire à quelqu'un qui est compétent et très autonome et qui a vraiment envie de faire marcher les choses, en fait, il n'a pas envie que vous veniez l'embêter. Il n'a pas envie de recevoir des ordres. Il n'a pas envie que vous lui donniez des directives. Au contraire, ça va freiner les choses. Donc, il faut absolument vous retirer, lui laisser les clés, lui laisser l'autonomie, lui laisser prendre les décisions. Okay? C'est super important et c'est ça qui fait que vous pouvez être tranquille parce que lui assume la responsabilité. Le fait d'assumer la responsabilité va avec le fait qu'il a le droit de prendre les décisions. Vous voyez, c'est important. Vous ne pouvez pas lui demander d'assumer la responsabilité et puis dès qu'il y a une décision importante à faire, revenir pour dire bah non, c'est moi qui décide, etc. Non, laissez-le vraiment faire des erreurs éventuellement, mais surtout assumer les choses parce que justement, il les assume, quoi. Il fait marcher les choses. Il est responsable. Donc vous avez à peu près compris le concept. Donc pour parvenir à ça, qui est l'idéal, donc à ce moment-là, évidemment, quand vous avez affaire à quelqu'un qui est complètement compétent et qui est donc très engagé, et à qui vous pouvez vraiment déléguer complètement les choses. Donc la question, c'est que ça, c'est la scène idéale. Et au départ, quand vous commencez, vous avez affaire à l'inverse. Vous avez affaire à des gens qui sont pas compétents et où il faut passer beaucoup de temps à les former. Donc, le problème, c'est que vous, au départ, c'est vous qui faites toutes les tâches et vous n'avez pas le temps de les former. Et vous êtes submergé. Et en fait, c'est ça dans lequel se retrouvent la plupart des entrepreneurs. C'est qu'en fait, ils ne sortent pas de cette problématique de je fais tout moi-même et si je ne fais pas moi-même, c'est mal fait. Donc, je préfère le faire moi-même. OK? Bon. Donc, la solution à ça, alors, je vais prendre un exemple pour illustrer. Imaginons que dans votre équipe, il y ait 5 personnes. Alors, quand je dis équipe, encore une fois, je considère que dans votre équipe, il y a des fournisseurs, il y a des prestataires de services, puisque quelque part, c'est des gens à qui vous déléguez des tâches et vous les payez pour ça. Comme si vous payiez un salarié, mais simplement, il n'y a pas de subordination de salariat, mais c'est la même chose. Sur ces 5 personnes, admettons qu'il y en ait une qui soit donc en épaulé, c'est-à-dire qu'en dernière phase, la personne est forte compétence
mais elle est encore un peu hésitante, elle manque de motivation pour faire vraiment les choses et elle a tendance à dire bah, viens avec moi pour m'aider, pour m'épauler, pour être derrière moi. Voilà. Vous en avez 2 qui sont en phase d'en dessous, en phase, si vous voulez, où vous devez vraiment les coacher parce qu'ils sont encore en train d'apprendre et encore, comment dire, encore en train de faire des erreurs, mais ils sont à 80%, quoi. Et vous en avez 2 qui sont complètement new et qui connaissent rien et qu'il faut prendre par la main du début à la fin. D'accord? Ils sont en compétence 0 ou 20%. Enfin bref, vous ne pouvez absolument pas leur déléguer. Donc la question, c'est comment vous devez gérer votre temps. Donc, en fait, votre journée commence, vous commencez tout de suite par vous occuper de celui qui est le plus haut, celui qui est en mode, donc, en mode délégué, en mode épaulé. Pourquoi? Parce que lui, vous allez lui dire, bon, alors, qu'est-ce que tu dois faire? Ah, je dois faire ça, mais bon, j'ose pas trop, etc. Vas-y, fais-le, lance-toi, etc. Vous allez prendre seulement 10 minutes pour le motiver, pour le rassurer et pour le pousser à agir. Okay, et afin qu'il le fasse et qu'il soit autonome. Ça vous prend que 10 minutes. Ensuite, vous allez prendre 1 heure pour voir les 2 qui sont en mode coaching et pour faire 1 demi-heure de coaching à chacun d'eux. Okay. Ensuite, vous allez prendre peut-être 2 heures pour faire votre job, pour faire marcher les choses, parce que vous avez plein de choses à faire. Et ensuite, vous allez prendre 2 heures pour faire vraiment 1 heure de formation avec chacun des 2 qui est tout en bas et qui demande vraiment beaucoup de temps. Mais avec eux, vous allez faire 1 heure de formation tous les jours pendant 3 semaines. Si vous faites 1 heure de formation avec chacun d'eux tous les jours pendant 3 semaines, vous allez donc faire 20 heures de formation. Je vous garantis qu'au bout des 20 heures, ces gens-là seront montés donc à 80%. Donc à ce moment-là, vous allez retrouver énormément de temps parce que vous aurez des gens sur qui vous pourrez vous appuyer, quoi. D'accord? Et vous pourrez enfin déléguer. Voilà. Donc, j'ai résumé, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais je vous ai donné les grands concepts donc de comment arriver à déléguer. Tout le problème, c'est d'investir à bon escient votre temps sur les bonnes personnes pour les faire monter en compétence en les formant grâce avec le process TWI que je vous ai dit tout à l'heure, ou peu importe la façon de faire, mais en gros, vous leur dites exactement quoi faire avec un process très 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 précis. Vous leur montrez comment faire, vous leur expliquez pourquoi, vous leur faites faire, vous vérifiez qu'ils le font bien, vous leur demandez de le faire, vous leur demandez ensuite de réfléchir à pourquoi ils le font et comment ils le font. Ah oui, ça c'est un point clé que j'aimerais que vous compreniez, c'est que au départ, quand vous formez les gens, vous ne leur demandez pas de réfléchir parce qu'ils ne sont pas compétents. Donc, ils ne peuvent pas réfléchir. Il y a quelqu'un qui a mis son micro. Parce qu'ils ne sont pas suffisamment compétents pour prendre les bonnes décisions. Donc, vous devez, vous, absolument leur donner un process, entre guillemets, bête et méchant, à suivre précisément, à la lettre. Donc, ils apprennent le process et ils l'exécutent. Ils font les tâches, les unes derrière les autres, de la façon que vous leur avez dit, etc. Et quand ils auront fait ça, vous leur expliquez pourquoi chaque étape, à quoi elle sert, pourquoi, en quoi elle est logique, sur quoi elle s'appuie, etc. Et donc, quand ils sont arrivés à 80%, à ce moment-là, vous leur demandez de réfléchir. Vous leur demandez d'avoir une logique de pourquoi ils font les choses, etc. Et à ce moment-là, seulement, ils peuvent sortir du process, l'adapter, changer, réfléchir par rapport à la situation pour effectivement agir au mieux. D'accord? On n'applique pas un process bêtement. Mais au départ, on l'applique bêtement jusqu'à ce qu'on le maîtrise. Et après, comme on a compris le pourquoi du comment, à ce moment-là, on peut commencer à sortir et créer. Okay? Donc, encore une fois, c'est beaucoup de temps à passer avec les gens. Et la vraie problématique, donc, c'est l'engagement. Vous devez très vite estimer à qui vous avez affaire. Et donc, ne faites pas l'erreur de vous focaliser sur la compétence. Parce qu'on s'en fout que la personne soit compétente ou pas sur le sujet, puisque vous allez la former. La question, c'est de savoir quel est le niveau d'engagement de la personne. Quelle est son aptitude à vraiment se motiver elle-même, à être autonome, à vouloir apprendre par elle-même, à vouloir comprendre, à vouloir trouver des solutions. Vous voyez, le côté solutionneur est super important.
parce que vous devez absolument travailler avec des gens qui vont vous faire gagner du temps et qui donc cherchent à trouver des solutions. Pas des gens qui attendent des ordres. Les gens qui attendent des ordres, c'est des robots, entre guillemets. Ça veut dire que si vous ne leur donnez pas d'ordre, ben, ils vont juste attendre et rien faire. Et ça, c'est horrible pour vous, parce que vous voulez des gens qui aient de l'initiative et qui comprennent leur mission en large et qui sont capables, si jamais ils ont un trou de temps, bah, de trouver une autre action à faire utile. Vous voyez, c'est super important que les gens aient de l'initiative. Donc, le côté prise d'initiative, prise de responsabilité, ça, c'est votre critère de recrutement. C'est là-dessus que vous devez vous appuyer pour choisir vos partenaires, vos prestataires, vos fournisseurs, vos salariés. C'est difficile de l'estimer juste par la parole, parce que ce n'est pas la parole qui compte, c'est les actes. Donc, le meilleur moyen, c'est de donner quelque chose à faire, un peu flou, pour voir comment la personne, elle agit. Et ensuite, lui demander et voir qu'est-ce qu'elle a fait. Soit la personne n'aura rien fait en vous disant bah, « j'avais rien compris, du coup, j'ai rien fait ». Donc ça, vous dites « ok, niveau d'initiative qui est très bas ». Soit elle dit bah, « j'étais pas sûr, alors du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit bah, « moi, ce que je pense le plus utile serait de faire ça ». Vous voyez, donc là, ça prouve que la personne a de l'initiative et donc, c'est quelqu'un qui va être intelligent et qui va chercher à bosser de façon utile, etc. Ok ? Voilà, donc une fois que vous avez trouvé des gens qui vont avoir un bon niveau de motivation, un bon niveau d'engagement, à ce moment-là, vous devez évidemment sceller un accord de travail, mais après, vous pouvez investir du temps pour les former, les rendre très compétents, et à ce moment-là, vous pourrez leur déléguer complètement les choses, et vous aurez le temps de vous consacrer sur les tâches les plus importantes. Je vais ajouter un dernier point, puis après on fera des questions-réponses. Vous avez peut-être entendu parler de la loi de Pareto, la loi 80-20. Je ne sais pas si on en a déjà parlé, Marie-Claire, dans le séminaire ou pas, enfin, dans le sommet, par d'autres gens. On n'en a pas encore parlé, donc bon, tu peux expliquer. Ok. Alors, en fait, ça, c'est un concept que moi, j'aime beaucoup parce que moi, j'ai travaillé pas mal avec des artistes. Puisque quand je faisais des vidéos, j'avais des illustrateurs, j'avais des comédiens, j'avais des graphistes, etc. Et les artistes, évidemment, ils aiment, enfin pas tous, hein, je ne vais pas faire une généralité, mais ils aiment les belles choses et ils ont un souci de la perfection. C'est comme dans le luxe, si vous voulez, il y a un souci de la perfection, un souci du détail. Moi, je ne suis pas comme ça. Et donc, ça m'agace. Mais je vais vous expliquer là où je veux en venir. En fait, pour obtenir un résultat de 100, on a, enfin, donc Pareto, qui est le gars qui a réfléchi là-dessus, il a découvert que en investissant, je vais mettre ça de mon côté, en investissant 20% de son temps, on obtient, non, par là, putain, j'arrive pas, c'est inversé. On obtient 80% du résultat. Donc avec 20% du temps, 80% du résultat. Et avec 80% du temps restant, on obtient les 20% qui manquent. Donc 20% du temps obtient 80% du résultat, plus 80% du temps pour obtenir les 20% restants, pour obtenir 100. Conclusion. Si je veux, par exemple, créer une documentation commerciale, je vais investir 20% de mon temps, donc par exemple, on va dire 4 heures, et je vais obtenir une documentation commerciale qui sera bonne à 80%. Elle n'est pas parfaite, hein. Elle n'est pas géniale. Elle est bonne, mais elle n'est pas super top. Mais j'ai consacré 4 heures. Pour la rendre parfaite, il faudrait que j'y consacre encore 16 heures. Donc à la fin, j'aurais mis 20 heures à faire une documentation commerciale parfaite. D'accord ? Donc moi, dans une journée, je vais passer 4 heures à faire ma documentation commerciale, donc 80% d'un produit, et je vais passer 4 heures à voir les clients et à conclure des affaires. Et je vais obtenir 80% du résultat, parce que c'est pareil, je ne vais pas forcément tout bien gérer au niveau commercial. Tout ça pour dire que, imaginez que dans une journée de 10 heures,
j'investis 2 heures pour obtenir 80% d'un produit, 2 heures pour obtenir 80% d'un autre, 2 heures pour obtenir 80% d'un autre, etc. 5 fois. Je vais obtenir 5 fois 80 égale 400. Je vais obtenir 400%, alors que si j'avais fait tout un produit, j'aurais obtenu que 100. Donc, en fait, j'ai créé 4 fois plus de production en appliquant la loi de Pareto. Alors, évidemment, il y a un bémol à ça. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on ne peut pas se contenter d'un produit à 80%. Par exemple, si votre produit, c'est de délivrer, je ne sais pas moi, un service, votre service, il doit être de top qualité. Il ne peut pas être à qualité 80%. D'accord? Donc, pour ce qui concerne la production et l'échange avec vos clients, vous devez viser une qualité top. Donc, vous devez investir tout le temps pour obtenir 100% du résultat. Okay? Mais pour tout un tas d'autres choses, ça peut être le marketing, la comptabilité, la finance, les relations publiques, la veille, etc. Tout ce que vous devez faire, votre problème, c'est d'investir votre temps sans perdre votre temps dans des détails qui sont improductifs. Donc, vous devez, là encore, vous dire jusqu'où moi je fais les choses et pour obtenir les 20% restants, à qui je peux déléguer, qui ne me coûte pas cher, qui coûte moins cher que moi, qui va lui faire les 80% de temps finaux pour obtenir les 20% restants. Donc c'est là le travail de délégation, c'est un rapport avec la loi de Pareto, parce que votre efficacité découle du fait de vous concentrer sur les tâches qui sont véritablement à valeur ajoutée les plus grandes, et soit à vous arrêter là sur les 20% de travail pour obtenir 80% de résultats, soit en déléguant à des gens pour faire tout le travail final pour obtenir les 100%. Je pense que j'ai été clair. Good. Donc, voilà en résumé ce que je peux vous dire donc, sur le process de délégation. Moi, je trouve ça extrêmement important. C'est pour ça que j'ai voulu traiter ce sujet-là, parce qu'on a 18 sujets dans notre formation sur le management. On couvre 18, si vous voulez, compétences managériales. L'une d'elles, donc, c'est le process de délégation. Il y en a 17 autres qui sont couvertes. Donc, c'est très, très large. Il y a énormément de choses à savoir pour être un bon manager, être un bon dirigeant. Maintenant, moi, j'ai considéré que c'est ça qui était souvent le plus intéressant à comprendre pour sortir d'une problématique où beaucoup de gens sont, à savoir, je suis débordé, j'arrive pas à déléguer. Donc, j'espère vous avoir donné des clés pour sortir de ça et arriver déjà un peu mieux à envisager le futur. Je veux bien un retour de votre part et qu'on rentre éventuellement dans des questions-réponses. Merci, Denis. Pour les questions, vous savez comment ça marche. Soit dans le chat, soit vous levez la main. C'est où tu as bien compris. C'est où elle levait la main. Donc, c'est où tu peux prendre la parole. Tu peux débloquer ton micro et prendre la parole. C'est bon. Ok, merci beaucoup. Je m'appelle Cellou Diallo. Moi, je suis basé au Mali. D'accord. Je travaille dans le monde humanitaire depuis 8 ans dans le département des ressources humaines. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation très claire. Moi, j'ai noté beaucoup de choses ici, donc qui sont intéressantes et qui vont m'aider par la suite. Maintenant, j'ai une question qui est beaucoup plus axée à notre contexte humanitaire. Donc, je sais qu'ici, avec ces sommets, c'est plus axé aussi sur le côté commercial, mais bon, nous qui travaillons dans les organisations humanitaires, nous avons aussi des résultats à atteindre. Nous avons besoin de la performance également. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, très bien. Voilà. Alors, dans le contexte humanitaire, beaucoup d'événements peuvent en fait impacter sur l'engagement des salariés. Bon, entre autres, ça peut être la pression au travail, l'insécurité, les braquages, les menaces, les groupes armés, le fait d'aller travailler dans un contexte en tout cas très, très, très volatile. Et cela entraîne souvent du traumatisme pour les salariés et ça impacte beaucoup négativement sur leur engagement. Ce qui fait qu'à un moment, tu peux avoir un salarié qui est très bon, qui a un très bon niveau d'engagement, avec un très bon niveau de compétence. Et au bout de quelques mois, il baisse en performance et en engagement. Et après, voilà, tu te poses beaucoup de questions par rapport à ça. C'est vrai que bon, il y a toujours
des diffusing en interne, des actions de prise en charge psychosociale, si c'est des situations, par exemple, de braquage ou d'enlèvement. Et maintenant, j'aimerais bien ici voir comment adapter aussi cette matrice dont vous venez de citer ici, notamment les 3 niveaux en termes d'engagement et les 3 niveaux en termes de compétences. De quelle manière on peut déterminer cela de façon objective en tenant compte aussi de l'historique du salarié. Donc, je me dis peut-être qu'il peut y avoir un questionnaire avec beaucoup de questions-réponses pour arriver à déterminer, pour dire que oui, ce salarié, il a un niveau d'engagement moins, il a un niveau d'engagement faible, ou bien voilà, il a un niveau d'engagement très fort, en tenant compte aussi de l'historique, parce que si on tient compte d'un seul événement, ou d'une seule circonstance, parce qu'aujourd'hui, je vois que je lui ai confié une tâche et je me rends compte qu'il n'a pas bien exécuté la tâche, je me rends compte qu'il n'a pas été à la hauteur et je me dis tout de suite que ce salarié a un niveau faible, a un engagement très faible. Donc, je me dis peut-être qu'il faut y avoir peut-être quelque chose de plus large qui va analyser l'ensemble du cycle de vie de ce salarié-là. Okay. Merci Alors, beaucoup. Super, j'ai compris. Alors, je vais répondre à la fin et après je reviendrai sur le début de ce que tu as dit parce que c'est quand même quelque chose de particulier. En fait, pour déterminer donc le niveau de compétence et le niveau d'engagement, vous devez créer une grille et vous devez demander à la personne de se situer elle-même dans cette grille. En fait, ça veut dire que par exemple, vous dites voilà, on va prendre l'exemple du commercial, hein, parce que ça c'est plutôt simple, tout le monde comprend. Dire voilà, dans la case compétences fortes, vous mettez je peux appeler n'importe quel prospect et conclure une vente si jamais le prospect est qualifié. Dans la compétence moyenne, il y a j'arrive à prendre comment dire, à dérouler les arguments commerciaux, à faire la phase découverte et à conclure les affaires la plupart du temps. Et en compétences faibles, vous allez mettre donc j'ai du mal à prendre des rendez-vous, j'ai du mal à expliquer les arguments, etc. Donc, vous allez vous-même, dans un tableau, mettre les faits correspondant à chaque niveau de compétence. Et vous demandez à la personne de s'évaluer où elle est pour chaque fonction, parce qu'il peut y avoir plusieurs fonctions. Et la personne n'a pas le même niveau de compétence sur chaque fonction, bien sûr. Donc, vous devez déterminer un niveau de compétence par fonction. Donc, là, vous lui demandez factuellement de se situer. Si jamais la personne, elle exagère, elle se met trop par rapport à la vérité, vous dites, bah, mardi, là, quand tu étais chez le client, je n'ai pas compris, tu m'as dit que ça s'était super mal passé et que tu n'avais pas réussi. Donc là, tu étais où? Ah bah oui, tu as raison, là, j'étais plutôt là. D'accord. Vous voyez, et vous allez vérifier avec elle, mais avec son accord, où elle se situe au niveau de la compétence. Vous allez faire un tableau similaire pour l'engagement. Et vous allez, pareil, dire, bah là, vous allez montrer le type d'initiative que la personne prend pour résoudre les problèmes, tout en haut. Son autonomie, elle va trouver des solutions toute seule, dans son temps libre, elle va aller trouver des nouvelles actions à faire, etc. Au milieu, ça va être plutôt la personne, elle exécute bêtement, entre guillemets, ce qu'on lui demande, mais elle ne fait jamais plus. Et puis en bas, elle a toujours des bonnes raisons de rechigner parce qu'il y a des problèmes et machin, il y a toujours des problèmes, toujours des trucs qui l'en empêchent. C'est toujours la faute des autres et la faute de la situation. Bon. Donc c'est comme ça que vous allez créer votre questionnaire. En fait, c'est très factuel et très lié à l'activité et en allant précisément dans ce tableau, donc fonction par fonction, avec les 3 cases. Et avec elle, vous le parcourez, d'abord vous lui donnez, vous lui demandez de se situer et ensuite vous revoyez ce qu'elle a fait avec elle et vous évaluez avec elle ce qui est correct. Et l'intérêt de ça, c'est qu'en fait, ce n'est pas vous qui évaluez son niveau de compétence et d'engagement, c'est elle qui est d'accord de se situer à un niveau de compétence et d'engagement, et du coup, il en découle un contrat de collaboration. C'est-à-dire, soit on est en phase formation, j'accepte, là, je suis nul, tu dois me former, là, je suis bon, donc il y a juste besoin d'un peu de coaching de temps en temps, et là, tu me laisses tranquille, je suis au top, donc tu délègues, tu me fais pas chier, tu me donnes pas d'ordre. D'accord? Bon, ça, c'est pour vous dire. Maintenant, vous m'avez donné comme une situation assez spéciale. Je comprends complètement la difficulté qu'il peut y avoir à vivre dans un environnement dangereux.
Et là, on a affaire à quelque chose qui sort complètement du cadre du management, qui est directement un sujet qui est lié à l'oppression. Quand vous vivez dans un environnement où vous vous sentez opprimé par des vrais risques, ça n'a rien à voir avec l'engagement et avec la compétence. Ça a à voir vraiment à des notions de survie. Et là, les gens vont réagir de certaines façons qui, encore une fois, n'a rien à voir avec leurs compétences et leur engagement, mais qui a à voir directement avec leur façon d'agir face à la vie et face aux risques. Et encore, ça dépend quel risque. Donc, malheureusement, là, je ne veux pas, et ça sort du cadre même du management, et on rentrerait dans des données qui sont en dehors de notre cadre de boulot, mais à titre personnel, éventuellement, vous pouvez me contacter, je pourrais éventuellement vous donner des conseils, mais on doit aider la personne à faire face à la situation, à confronter la situation et à se battre, et à y faire face et à vouloir vaincre, pas à subir et à avoir peur. Donc, il y a des gens qui vont le faire assez naturellement, et il y a des gens, quand les risques deviennent importants, ils succombent dans le fait de subir et ils ont peur. Et à ce moment-là, évidemment, ils veulent arrêter de bosser, ils ne veulent plus prendre de risques, ils veulent fuir, etc. Bon. Donc ça, c'est un sujet, encore une fois, qui est très différent et qui n'a rien à voir avec la compétence en engagement. Vous pouvez avoir quelqu'un d'hyper compétent et d'hyper engagé sur votre job, mais vous le mettez dans un contexte où il y a la guerre civile ou je ne sais pas quoi, et là, il n'y a plus personne parce que la personne, mentalement, elle va réagir face à d'autres choses qui n'ont rien à voir avec son job ou à son engagement dans la lutte. Est-ce que j'ai répondu à peu près ? Oui, merci beaucoup, c'est très clair. Super. Avez-vous d'autres questions? Ah, Michel. Ok, merci beaucoup encore pour ce programme. Lorsque j'ai envie de faire la cohésion entre engagement et compétence, j'ai essayé de prendre sur une grille. Mais je me suis un peu égarée au niveau de l'engagement moyen, compétence faible. Puisqu'on a dit quand c'est faible, on renvoie, on ne réfléchit même pas. Maintenant, en moyen et faible, lorsque l'engagement est moyen et la compétence est faible, on fait comment? On renvoie également. Vous avez dit quand l'engagement est moyen et la compétence faible, eh bien, vous devez le former, puisqu'il est de toute façon, quand la compétence est faible et que l'engagement est moyen ou fort, vous formez. Maintenant, quand vous êtes là, vous êtes quand même dans la situation la plus basse, entre guillemets. Hein. Vous avez quelqu'un qui est en compétence basse et quelqu'un qui est en engagement moyen. Donc, vous devez quand même vérifier avec la personne qu'elle a envie. Vous voyez ? C'est-à-dire que vous devez vérifier avec elle, si je te rends compétent et que je te forme, est-ce que tu vas être plus motivé? Est-ce que tu vas te bouger plus? Est-ce que tu vas t'impliquer davantage? Est-ce que tu vas prendre plus de responsabilités? D'accord? C'est un peu un deal. C'est-à-dire, moi, je te donne de la formation et je te donne du taf. Maintenant, toi, j'attends de toi que tu t'engages davantage. Donc, il faudra vérifier, quand vous commencez à la former, que son niveau d'engagement monte. Parce que comprenez bien que le niveau d'engagement, c'est complètement la décision de la personne. Hein. Soit la personne se motive, soit elle se démotive. Mais ce n'est pas le hasard, c'est pas vous voyez, c'est elle. C'est elle qui décide de se motiver ou pas. Donc, ce n'est pas un truc qui tombe du ciel. Donc, vous devez lui demander de s'engager davantage. Et vous attendez un résultat. Bon, typiquement, vous lui dites par exemple, bon, ok, donc je vais te former, etc. Donc, vous passez 2 heures avec elle et vous lui dites maintenant, j'attends de toi que tu, par exemple, que tu fasses des exercices et que tu me fasses un compte rendu. Ok, pour mardi. Mardi, vous revenez à vous dire, ah ouais, mais j'ai pas pu parce qu'il y a ça qui m'est arrivé, nani nana, donc j'ai pas pu parce que blablabla, donc j'ai pas pu faire ce que tu m'as demandé. Là, ça commence très mal, hein, parce que vous prenez du temps, vous la formez, vous lui demandez de faire quelque chose, et la personne retombe à un niveau d'engagement bas. Là, vous lui dites c'est dernière chance, quoi. Et après, on arrête. Vous voyez, il faut quand même faire attention. C'est risqué, là, parce que vous allez investir beaucoup de temps avec quelqu'un qui risque de vous lâcher dans 15 jours ou dans un mois.
Donc, tout ce temps sera investi en perte pour vous. Donc, il faut faire attention à bien mettre les choses au carré. Voilà. Ça, alors, Michel, je vais être sûr. C'est clair, hein, la différence entre engagement et compétence, il n'y a pas de doute là-dessus. Non, c'est clair de ce côté-là, les deux questions-là. Maintenant, il y avait aussi l'engagement faible et la compétence forte. J'ai pas pris. Alors, ça, généralement, si vous voulez, c'est quand les gens s'ennuient. Donc, les gens ont une forte compétence, mais ils s'emmerdent. Il n'y a plus de jeu. Ils ont rien de nouveau à faire. Ils n'ont aucun challenge. Donc, ces gens-là, en fait, on en a beaucoup dans les boîtes qui sont des gens âgés et qui maintenant attendent la retraite. Vous voyez, ils s'emmerdent. Vous avez beaucoup aussi chez les fonctionnaires. Ils sont très compétents, mais ils se laissent aller, etc. Ils vivent de l'environnement, etc. Mais il n'y a pas de motivation. Donc, ces gens-là, en fait, il faut vraiment avoir un entretien de motivation avec eux et leur faire cracher, leur faire sortir de leur trip quel challenge on pourrait leur mettre devant eux qui les motiverait. Et à ce moment-là, il faut leur donner. Si vous pouvez, il faut leur donner. Mais il faut leur trouver un nouveau challenge. Donc, la motivation pour quelqu'un de très compétent et la personne qui est plus motivée, je vous garantis, c'est qu'elle s'ennuie, elle connaît ça par cœur, elle l'a fait 1000 fois, etc. Donc, c'est toujours pareil, vous voyez. Donc, elle le fait avec de l'ennui. Alors, elle est très compétente, hein, mais elle s'emmerde. Ça va, c'est clair, Michel? C'est clair, merci beaucoup. Super. Alors, il y a quelqu'un qui a une question là? Oui, mais j'avais une question à propos de la question de Michel. Est-ce que cela arrive souvent aussi au niveau des entreprises avec des gens qui sont super compétents, mais qui sont sous-utilisés? Je vais dire ça comme ça, sous-employés, qui sont utilisés en deçà de leurs compétences. Ben oui, mais c'est ce que je disais, ils s'ennuient parce qu'ils n'ont pas de challenge. Il n'y a rien à faire d'intéressant. Donc, effectivement, ils sont bien en dessous de leur niveau. Donc, c'est pour ça que la seule façon de résoudre ça, c'est de donner à la personne un poste plus large, de lui donner un nouveau challenge, une nouvelle difficulté, lui donner des choses à apprendre, des nouvelles choses à faire, des choses nouvelles qui vont éveiller sa curiosité, éveiller son intérêt, mais il y a une question de difficulté. D'accord? Comme la personne est très compétente, donc comme vous dites, elle est sous-employée, ça veut dire que ce qu'elle fait, c'est trop facile pour elle. Donc elle s'emmerde. Donc il faut absolument la mettre face à des difficultés plus grandes. Donc en fait, ça je vais vous dire d'ailleurs un truc qui est assez important. C'est un peu une loi naturelle de la vie. C'est-à-dire que quand les gens, ils apprennent un job, donc ils sont dans une phase où ils apprennent, et ils deviennent compétents, forcément compétents, et à un moment donné, ils sont en puissance sur leur poste. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité de production qui est très élevée et qui monte tout doucement ou qui est à peu près à un haut niveau, mais qui ne peut plus monter encore, quoi. Donc la seule façon de faire monter leur production, c'est qu'ils changent de poste, soit en embauchant quelqu'un en dessous d'eux qui vont former, et du coup, au lieu de produire un, ils vont produire deux parce qu'il y aura quelqu'un en dessous d'eux, donc ils vont monter à un nouveau niveau de production en déléguant justement. Donc ils vont devenir managers en fait, avec une personne, puis deux, puis trois, puis quatre, etc. Donc en fait, d'une personne, ils vont devenir un petit groupe. Voilà. Donc soit c'est ça, ou soit ils se cassent, ils abandonnent le poste et ils vont créer autre chose complètement différent. Ils partent ailleurs, ils partent dans une autre entreprise, faire autre chose, trouver un nouveau métier ou apprendre une chose nouvelle, etc. Donc ils repartent à zéro, mais avec un nouveau challenge où ils vont monter en compétences, apprendre, etc. et devenir et atteindre la puissance. D'accord? Merci. Alvin, on va te donner la parole dans un instant. On va lire la question de Fadima Sou. Oui. Merci pour la présentation. Ma question est celle-ci. Quand on parle de déléguer une tâche, c'est sur le cadre général, mais il peut arriver qu'on n'ait pas assez de temps pour parcourir toutes les étapes avant de déléguer. Est-ce qu'il faut quand même prendre le risque, sachant qu'il y a de fortes chances que ce dernier ne réponde pas à vos attentes? Alors effectivement, c'est une situation délicate. C'est difficile de répondre par oui ou non. Moi, je pense que
si c'est quelqu'un, attendez, je revérifie qu'est-ce qu'elle a dit. Alors, ça dépend à qui on a affaire. Si on a affaire à quelqu'un qui a une forte motivation, ma réponse, ça serait oui. Il faut prendre le risque. Pourquoi? Parce que on a affaire à quelqu'un, donc on sait qu'elle n'est pas très compétente, donc il y a des risques qu'elle se trompe, mais on a affaire à quelqu'un qui essaye d'assumer bien ses responsabilités et qui est motivé pour essayer de bien faire les choses. Donc, s'il fait une connerie, ce ne sera pas une grosse connerie et il va essayer de réparer tout de suite. Par contre, si vous avez affaire à quelqu'un à qui vous devez déléguer, vous n'avez pas le temps de le former correctement et qui a un engagement moyen versus bas, là, le faites pas, hein, parce que vous courez à la catastrophe. Parce que la personne, elle va vous planter le truc en disant bah oui, mais bon, tu m'as pas dit. Donc moi, je savais pas. C'est pas ma faute. Vous voyez? Donc ça, faut surtout pas éviter. Donc en fait, c'est ce critère-là qui va être déterminant pour savoir si vous prenez le risque ou pas. C'est de voir un petit peu la personne, comment elle se comporte d'un point de vue de la prise de responsabilité et de son niveau d'engagement. Ça répond à la question? Fadimatou? Super. Enfin, non, c'est Patrick qui a accusé la réception. Non, c'était tout à l'heure. Ça répond. C'est bon. Oui, merci. Super. Alvin. Alors, Alvin, question. Oui. Ok, bonjour à tous. Merci beaucoup, Denise, pour cet exposé très, très riche. Super. Je reviens un peu sur l'entretien de motivation parce que souvent, déjà, je suis très nourrie aujourd'hui d'apprendre un peu la différence, en fait, le volet entre l'engagement et la compétence. Parce que justement, j'ai fait face à un salarié où je m'étais plus basée sur le volet compétences. Donc, à partir de demain, je vais aussi un peu voir avec la grille d'engagement, essayer de faire cette évaluation comme vous avez proposé. Maintenant, ce qui concerne l'entretien de motivation, parce que souvent, on travaille, je travaille dans un contexte humanitaire où tu as une charge de travail qui est souvent très énorme. Parfois, tu essaies de trouver le temps pour former, mais en plus, quand tu es un salarié où tu as l'impression, tu formes, tu fais comprendre les enjeux, les importances, et parfois même, il y a des risques qu'on assume au niveau du département. C'est-à-dire, on sait que telle tâche, pour ne l'avoir pas fait, on a eu telle conséquence. On fait souvent des réunions pour les exposer, pour que tout le monde sache un peu le niveau d'importance de ces tâches. Ouais. Maintenant, s'il faut encore ajouter l'entretien de motivation, déjà que toi, manager, tu n'as pas déjà assez de temps, je suppose, parfois tu arrives à déléguer parce que tu vas essayer d'avoir un peu de temps. Cet entretien de motivation encore, est-ce que ça ne sera pas à un certain moment, ça ne devient pas très lourd? Et aussi maintenant, dans un contexte où tu as déjà essayé au point où tu arrives un peu à un niveau de, je crois, avoir plafonné. Déjà que tu es un manager, tu peux arriver peut-être décider que non, peut-être la personne, l'engagement est vraiment faible, la compétence aussi. Mais ce n'est pas quand tu fais la recommandation pour dire non, peut-être il ne faudrait pas qu'on continue avec la personne. Le manager te dit non, il faut encore essayer. Tu n'as pas essayé, essaye encore, même là où tu crois avoir essayé. À ce moment-là, comment est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que ça ne devient pas trop lourd pour le manager? Comment est-ce que le manager, dans ce contexte-là, comment est-ce qu'il peut faire? Ok, pas facile. Si vous voulez, vous ne pouvez pas faire l'économie d'estimer le niveau de compétence et d'engagement des gens. Par contre, vous pouvez essayer de le faire d'une façon qui va vous prendre le moins de temps possible. D'accord? Mais il faut le faire. Parce que si vous le faites, faites-le approuver par votre manager, justement, sur la grille. Parce que comme ça, il ne va pas vous dire oui, mais bon, essaye encore, passe encore du temps avec lui, etc. Ça va être factuel. De dire oui, mais regarde, lui-même, il s'évalue comme faible engagement et puis faible compétence. C'est rien, on ne peut pas le garder, quoi. Enfin, je veux dire, c'est du temps perdu. Ou vous voyez, les cases du bas. Après, la personne, alors, excusez-moi, mais en fait, on a un module dédié, nous, qui s'appelle l'entretien de motivation, et même ça s'appelle l'entretien de remotivation. En fait, c'est un sujet complet qui n'est pas l'entretien de démarrage, si vous voulez, pour fixer le niveau de compétence et d'engagement. Hein. C'est en fait comment arriver à motiver quelqu'un qui ne l'est pas, ou plutôt qui ne l'est plus. C'est un vrai sujet, je ne peux pas l'aborder en 2 minutes, mais c'est tout un sujet
parce que beaucoup de gens font des erreurs à laisser traîner des situations où en fait la personne, on a vu que son niveau d'engagement il a baissé. La personne, elle traîne les pieds, elle râle, elle fait des commentaires, elle met une mauvaise ambiance, elle critique, vous voyez, elle fait des choses comme ça. Et en fait, où elle fait la gueule tout simplement, où elle est plus du tout motivée et on le voit quoi, parce que ouais, tout simplement, elle est en retard tout le temps, elle vient pas, enfin bon. Là, normalement, vous ne devez pas laisser traîner ça et vous devez prendre la personne entre quatre yeux et avoir un entretien avec elle pour qu'elle change. La personne doit changer d'attitude. Et vous ne tolérez pas le fait que la personne reste avec un bas niveau de motivation. Parce que des gens comme ça ne vous aident pas. Ils pourrissent l'ambiance même. Ils font descendre le niveau de motivation des autres. Vaut mieux se séparer des gens qui ont un bas niveau de motivation que de les garder et qui créent une ambiance négative sur les autres. Franchement, hein. Parce que de toute façon, ces gens ne feront pas marcher les choses. Ils vous attireront plus de problèmes que de solutions. Donc, investir beaucoup de temps avec eux en espérant que ça va se résoudre, non. Investir du temps pour faire un entretien de motivation qui va durer une demi-heure et dans lequel, à la fin, vous devez obtenir un changement et la personne retrouve un haut niveau de motivation, ça vaut le coup de le faire. Mais encore une fois, ça s'apprend. C'est un sujet précis et je vous invite éventuellement à vous former là-dessus. Mais voilà, est-ce que ça répond à peu près? Oui, oui, je suis satisfaite. C'est vrai que l'entretien de motivation, moi maintenant, à mon niveau, je vais essayer de pousser un peu plus. Maintenant, une autre situation, s'il arrive peut-être, toi, manager, tu es face à ce genre de salarié-là, où tu fais, ton manager te dit, essaye, essaye à chaque fois. Lorsque tu essayes, tu vois en fait que parfois, le retour que tu fais à ce salarié est différent de ce que ton manager, qui est censé être son N+2, lui fait à lui. Donc, ça fait quand toi, peut-être, tu fais le retour pour dire, c'est pas bon ici, peut-être le manager essaie. Donc, quand le manager, lui, dans son discours vis-à-vis de la personne, essaie un peu d'être complaisant ou la personne donne l'impression que c'est toi, en principe, qui ne vois pas d'un bon œil. À ce moment-là, qui sera la personne la mieux placée pour faire l'entretien de motivation? Est-ce toi le manager direct ou alors tu discutes avec ton N+1 pour que lui, en tant que N+2, fasse l'entretien? Et là, à ce niveau, comment face à cette situation? J'ai compris. Alors là, Alvin, on a affaire à un autre problème qui est la relation avec la hiérarchie. C'est-à-dire que toi-même, tu dois obtenir de ton N+1 qu'il te laisse les clés. Si tu es compétente et motivée, ce qui a l'air d'être le cas, tu dois obtenir le fait qu'il te délègue les choses. Donc, il doit te faire confiance. Et il ne doit pas écouter les blablas de ce gars qui vient se plaindre vers lui pour essayer d'aller contre ce que toi t'as dit, parce que ça, c'est pas correct. Donc, tu dois lui dire, écoute, soit tu me fais confiance et donc je fais le job. Moi, je te dis, voilà les compétences et le niveau d'engagement de ce gars-là, voilà les faits, voilà ce qui s'est passé, voilà le temps que j'ai investi, voilà le résultat. Donc, ça ne peut plus durer. Soit tu me fais confiance, soit j'ai plus mon poste. Mais à ce moment-là, tu me le dis. À ce moment-là, j'ai un autre poste. Mais il n'y a pas de situation bizarre que le mec il va voir le N+2, quoi. Non, ça n'existe pas, ça. Ça bypasse l'organigramme. Donc, c'est pas correct. Ça, c'est d'ailleurs un signe que cette personne est une source de problème. Puisque justement, au lieu de résoudre les problèmes avec son manager, toi, elle essaye d'aller au-dessus pour résoudre le problème en ayant raconté des cracks. Donc, toi, si cette situation se présente, tu dois même t'en servir pour dire à ton manager, bah regarde, au lieu de résoudre le problème avec moi, elle va se plaindre ou va essayer de faire croire des choses différentes. Donc, et encore une fois, là, la solution, c'est de dire, soit c'est mon poste, donc c'est moi qui décide, soit je suis viré. Tu vois, mais tu ramènes ça à toi, pas à la personne. Il n'y a pas, tu vois, et avec la personne, tu dis, voilà les faits concernant cette personne. Tu me fais confiance, tu ne me fais pas confiance. Point. Est-ce que ça répond? Oui, merci beaucoup. Merci. All right. OK. Allez, encore une question. Est-ce que vous avez encore des questions? C'était très clair.
Maintenant, moi, j'ai une question, par exemple. Oui. Dans la présentation, tu as dit qu'une personne a un niveau de compétence 0 et faible et engagement faible, ben, on l'envoie à la concurrence. Et on est tous d'accord en fait que une personne ne peut pas être, on va pas dire une personne n'est pas compétente dans la compétence dans l'absolu ou forte compétence dans l'absolu ou faible compétence dans l'absolu ou faible engagement dans l'absolu. Et on se retrouve donc avec une personne, par exemple, qui est forte, qui a une forte compétence à certains endroits, moyenne à d'autres endroits et faible à certains endroits. Et qui se trouve que justement sur certaines activités ou certaines tâches, elle est une faible compétence et un faible engagement. Qu'est-ce que tu fais? Alors, là, il y a quand même aussi une notion qui est très importante, c'est ce que la personne aime faire ou n'aime pas faire. Okay, puisque l'engagement est fortement lié au plaisir, d'accord? Donc, on est motivé à faire des choses qu'on aime et on n'est pas motivé à faire des choses qu'on n'aime pas. Donc, c'est aussi très important, là je parle d'un point de vue des RH, évidemment, de positionner la personne sur des actions qu'elle a envie de faire. Donc, si vous la forcez à faire quelque chose qu'elle n'aime pas, vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui a un bas niveau de motivation, donc ça craint. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument mettre la personne là où elle a envie d'être. Alors maintenant, il se peut que dans le cadre de son travail, elle ait par exemple, on va dire, cinq grands types de tâches et qu'il y en ait une qu'elle n'aime pas. Donc, elle a un bas niveau de motivation là-dessus. Okay, et puis du coup, comme par hasard, elle fait exprès de ne pas être compétente. Pour qu'on lui dise, je vais te retirer cette tâche puisque tu n'aimes pas. Non, là, ce n'est pas correct. Il faudrait prendre la personne au point de vue de son poste général et lui dire « assume tes responsabilités, arrête ça, je suis désolé ». Donc, tu dois assumer la responsabilité de cette fonction, que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas. Si ça ne te plaît vraiment pas, démerde-toi pour monter ça en compétence et après déléguer à quelqu'un pour déléguer à quelqu'un, mais ça doit être fait et ça doit être bien fait. Et c'est ta responsabilité et c'est ton poste, donc tu te débrouilles et tu fais marcher les choses. Et arrête ça maintenant, tout de suite, de dire ah, gna 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 gna. Vous voyez, il faut l'obliger à monter son niveau de responsabilité et son niveau d'engagement. Et l'obliger aussi à faire ce qu'il faut pour monter son niveau de compétence. Mais vous ne devez pas tolérer de quelqu'un qui a une position quand même, on va dire, de cadre, ou quelqu'un qui a quand même des responsabilités, que sous prétexte qu'elle ne lui plaît pas, qu'il ne le fait pas. Non. Je veux dire, personne n'a un travail où il y a 100% de tâches géniales qui l'éclatent du soir au matin. Ça n'existe pas. Enfin, vous voyez, on a tous des contraintes. Voilà, il y a des choses qu'on aime faire, des choses moins, mais on les fait parce qu'il faut les faire. Ben voilà, c'est la vie. Donc, vous devez faire avec enfin voilà, vous devez faire ça avec cette personne. Ça répond? Oui, ça répond. Merci. Super. All right. Bon, écoutez, je vous invite donc à aller vous promener donc, sur le site de Train Manager. Donc, elle vous a mis le lien sur le cours d'introduction gratuit sur la pyramide inversée. Entre parenthèses, ce cours, on va le faire évoluer dans les semaines qui viennent parce que je vais inclure dedans un test de positionnement en tant que manager. Il y a déjà un prémisse, mais ce n'est pas encore parfait. Le but du jeu, c'est de vous évaluer sur les 6 fonctions clés du manager et les 18 compétences managériales pour voir à la fois votre niveau donc, de compétences et d'engagement, parce qu'on va traiter les deux quelque part indirectement au travers du truc. D'autre part, donc, nos formations donc, sont donc à la vente de façon individuelle et en package. Francisca qui est là, qui va montrer sa tête dans les secondes qui suivent, donc s'occupe de toutes les relations avec nos partenaires donc en Afrique. Et pour le voilà, voilà Francisca. Donc vous pouvez communiquer avec elle. Donc son email c'est francisca@trainmanager.fr. Tu l'écris dans le chat. Je vous offre exceptionnellement 50% de réduction sur les formations jusqu'à mardi soir. Donc il faudra saisir le code de réduction Afrique, tout en majuscule, et vous aurez 50% de réduction sur les formations donc en ligne. Voilà.
Et si vous avez envie de travailler avec nous, puisque nous, notre but, c'est d'avoir des partenaires en Afrique pour donc délivrer nos formations en ligne, mais qui nécessitent un accompagnement humain, donc de la formation en présentiel ou en distanciel. Voilà, on est en train de créer tout ça dans différents pays. Il y a déjà des partenariats, des fois non, etc. Voilà, voilà. Je lis ce qui était écrit. Voilà, donc tu mets le donc Afrique, ouais, je le mets, donc hop, donc on va dire code promo Afrique, donc 50% de réduction. Donc pour info, les formations individuelles, les modules coûtent 40 € ou 80 €. Non, je dis n'importe quoi. 48 € ou 95 €. Et 48 pour les modules courts et 95 € pour les modules longs. Il y en a donc 18 et donc vous pourrez les acheter avec 50% de réduction. Voilà, et puis ben c'est tout. Donc j'espère que ça vous a fourni des données utiles. Moi, c'était un plaisir de discuter avec vous. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire des séminaires comme ça. Et puis, ben, je vous souhaite un bon week-end, de bonnes réussites dans vos projets et vous pouvez m'écrire, voilà, et via le site, on pourra toujours rester en relation et puis avec Marie-Claire de toute façon aussi. Si vous voulez dire quelque chose, voilà, moi je vous laisse la parole et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Denis. C'était très intéressant comme d'habitude. Moi, par exemple, je me forme sur le site de Train Manager et je peux dire que les formations sont très bien faites. Et donc, je vous encourage, pour ceux qui sont intéressés à se former dans le team management, à aller visiter le site et voir les formations, les thématiques qui les intéresseraient et qui les aideraient à se développer. Vous allez apprendre en vous amusant. Et dernière chose, je me permets d'ajouter, en fait, je suis en train de créer une nouvelle formation avec un partenaire en France, un organisme de formation sur et pour les entrepreneurs. Donc, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans. Donc, dans les 2 mois qui viennent, je vais créer ça et ça sera un parcours mixte avec des modules e-learning dont au départ, ce sera les mêmes que les modules du management, mais un petit peu modifiés. Et il y aura des visioconférences de 2h30 qui traiteront à chaque fois 5 sujets à fond. Il y a 30 sujets à traiter en tout. C'est vraiment pour aider des entrepreneurs à réussir à tous les niveaux, pour avoir toutes les compétences, finance, marketing, etc., web, machin. Voilà, donc ça sera créé. Donc, je pense que Marie-Claire vous donnera les infos au fur et à mesure si vous êtes en com avec elle. Et puis, sinon, bah, vous pouvez évidemment s'adresser à moi. Je vois que Patrick, ça l'intéresse. Et via Francisca, etc. Et on vous fera un tarif avantageux aussi, j'espère. Surtout que ça sera en mode démarrage. Donc, ce sera plus facile. Voilà, bah, écoutez, j'étais heureux de partager ce moment avec vous. Je vous dis à bientôt. Bon week-end et puis bonne réussite et au plaisir. Merci beaucoup, Denis. Et pour les participants, on se retrouve à 14h00 pour apprendre, échanger avec Patrick Nzapa sur exceller au travail sans sacrifier sa vie de famille. À tout à l'heure, quand il sera 14h00. Merci. Bye. Bonne soirée. Au revoir.